On vous laisse prendre place et puis on va se mettre en route pour l'atelier. Est-ce que le micro fonctionne jusqu'au fond de la salle? Ouais. Merveilleux. Donc, comme vous le savez, cette édition de ProDurable a une configuration un petit peu particulière. Et donc, pour la session de questions-réponses, il n'y aura pas de micro circulant, bien sûr, mais il y aura un outil en ligne sur lequel vous pouvez poser vos questions tout au long de l'atelier. Et donc, Fanny, si tu veux bien dire un tout petit mot pour expliquer le fonctionnement de cet outil. Oui, bonjour, il suffit d'aller sur le site internet de ProDurable, vous allez dans édition 2020, vous trouvez donc la conférence donc avec ce titre-ci. Et puis en dessous, il y a marqué cliquez ici pour poser vos questions. Et ça vous ouvrira un chat et on recevra les questions directement ici. On prendra vos questions tout à la fin si ça vous convient. Ça va pour tout le monde? On démarre? C'est bon? Super, bonjour et bienvenue au dernier participant à cet atelier. Donc, on vous propose ce matin de traiter de la question des stratégies biodiversité en entreprise et notamment d'aborder succinctement les questions de la mesure, la question des engagements, des actions et puis de la valorisation. Donc, quelques mots, vous avez dû voir cela en vous inscrivant à l'atelier. Donc, les objectifs de cet atelier sont doubles. D'une part, essayer de bien repositionner la question de la biodiversité à un niveau stratégique pour l'entreprise, et donc d'essayer de montrer comment est-ce qu'aujourd'hui cet enjeu-là vient percuter les stratégies et les démarches des entreprises. Et puis, dans un deuxième temps, vous aider à préparer ce travail-là pour vos entreprises. Et donc, c'est un format que l'on a voulu un petit peu particulier et sortir des conférences plus classiques pour faire un atelier vraiment participatif et un temps de travail pour vous. Donc, vous avez le temps de sommaire donc, qui reprend les différents thèmes que l'on va aborder. Donc, d'une part, rappeler les enjeux de la biodiversité, d'expliquer la méthodologie, les grandes lignes méthodologiques que l'on utilise notamment dans les missions d'accompagnement d'entreprise pour réaliser son état des lieux, son diagnostic pour la biodiversité. Ensuite, on aura donc un temps de travail individuel. On vous proposera des outils pour essayer d'amorcer cette réflexion dans vos activités. Et puis enfin, dans le dernier temps de l'atelier, on prendra un moment pour présenter des exemples d'actions et d'entreprises qui sont engagées sur la biodiversité et puis parler des indicateurs et des outils de valorisation pour boucler la boucle. Un tout petit mot pour se présenter. Donc, Sylvain Boucheran, je dirige le cabinet BL Evolution. Et puis donc cet atelier sera aussi co-animé par Fanny Bancourt et Lisa Bienvenue, qui sont consultantes biodiversité. Et donc BL Evolution, cabinet de conseil en transition écologique. On a 4 métiers: l'accompagnement des démarches RSE, les stratégies énergie-climat, les stratégies biodiversité, et puis enfin l'accompagnement dans la transformation des business models pour aller vers des modèles économiques plus durables. Alors, un petit mot d'introduction, on va vous distribuer un livret qui vous servira pour l'atelier tout à l'heure, si vous voulez, pour éviter de faire sur vos notes. Donc, on vous propose un petit support de travail, si vous l'acceptez. Donc, la biodiversité, qu'est-ce que c'est? La biodiversité, c'est l'ensemble du vivant qu'il y a sur Terre. C'est à la fois, évidemment, des espèces. C'est souvent l'approche que l'on a de la biodiversité. On pense à quelques espèces que l'on voit régulièrement sur Internet ou à la télé, les ours blancs, les rhinocéros, etc., des espèces qui sont en grand danger. Mais c'est également la diversité génétique. C'est l'ensemble de la variabilité du vivant, la différence qu'il y a entre vous et votre voisin ou votre voisine assis dans cette salle. C'est aussi la diversité des écosystèmes, des écosystèmes humides, secs, très arborés, etc. Donc tous les écosystèmes que l'on va trouver sur Terre. Et une dimension fondamentale de la biodiversité, c'est également les interactions, les interrelations qu'il y a entre toutes ces espèces. Évidemment, chaque espèce va vivre en interrelation avec d'autres, que ce soit pour se nourrir, que ce soit pour se reproduire, que ce soit pour construire un habitat, par exemple. Et donc, de la même manière, nous, l'espèce humaine, on est en interrelation au quotidien avec d'autres espèces, donc soit de manière directe,
soit de manière un peu indirecte, comme par exemple le bois qui a permis de faire la chaise sur laquelle vous êtes assis, les tissus qui ont permis de faire vos habits, par exemple, aujourd'hui, donc proviennent de la biodiversité. Et puis, c'est également des interrelations indirectes. L'air que vous respirez a probablement été produit par des arbres aux alentours ou ailleurs. Et donc, on est en interrelation, en interaction au quotidien avec la biodiversité. Donc, il est impossible d'imaginer une vie sans biodiversité. Vous êtes vous-même rempli de biodiversité, hein. Vous savez qu'un corps humain, il y a à peu près 100 fois plus de bactéries que de cellules humaines dans votre corps, beaucoup dans l'intestin qui vous servent à digérer, etc. Donc voilà, on fait partie de la biodiversité et on ne peut absolument pas vivre sans elle. Et donc, elle nous rend tout un tas de services, cette biodiversité, qu'on appelle des services écosystémiques ou des contributions de la nature aux populations. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, que ce soit des matières pour la construction, pour le mobilier, de la nourriture, bien sûr, mais également l'eau, hein, les écosystèmes qui filtrent l'eau, qui fournissent de l'énergie, des médicaments, etc. Donc, tout cela qu'on l'on retire de la nature. Alors, cette biodiversité, si on fait cet atelier ce matin, c'est parce que depuis un certain nombre d'années, évidemment, on observe une très très forte érosion de la biodiversité. Vous avez peut-être lu, je l'espère en tout cas, le rapport de l'IPBES publié l'année dernière en 2019, donc début mai, et qui fait un état des lieux au niveau mondial de la biodiversité, où est-ce qu'on en est que ça va bien ou pas, et donc vous verrez que ça ne va pas tout à fait bien, et quels sont surtout les facteurs d'érosion de la biodiversité pour retrouver les leviers d'action. Donc ça, c'est ce qui est important dans ce rapport, et donc vous avez un certain nombre de chiffres que j'ai repris ici. Il y en a beaucoup, un taux d'extinction très important de toutes les classes d'espèces. Ils expliquent également à quel point nos sociétés humaines dépendent de la nature. Je vous ai mis un autre chiffre, 70% des médicaments utilisés pour traiter le cancer, par exemple, sont issus de produits naturels ou de molécules que l'on a trouvées dans la nature. Voilà, donc on se rend compte qu'on ne peut absolument pas vivre sans la nature. C'est un enjeu économique aussi, puisque derrière, toutes les filières, toutes les entreprises qui dépendent de ces matières premières ou de ces services ne pourraient pas exister, bien sûr, si la biodiversité continue à s'éroder. Alors ce rapport, il est intéressant puisqu'il met en avant les grands facteurs d'érosion de la biodiversité. Donc on les classe en 5 grands facteurs d'érosion. Le premier, le changement d'usage des terres et des mers. Donc, c'est ce qu'on appelle parfois l'artificialisation, par exemple, le fait aussi de fragmenter des écosystèmes, de transformer un écosystème d'une telle sorte en un autre. Et donc, il va avoir derrière un impact sur l'ensemble des espèces qui y vivent et des dynamiques qui étaient là. Le deuxième, l'exploitation directe des espèces. Alors, on pense bien sûr à la surpêche, mais à toutes les autres espèces que l'on exploite et surtout surexploite. Le troisième, le changement climatique, qui va avoir un impact de manière directe et indirecte sur l'érosion de la biodiversité, puisqu'il va changer les conditions de température, de pluie, etc. sur la planète. Et derrière, les espèces ne vont pas forcément être en capacité de s'adapter. Et donc, il va y avoir une transformation, et on observe déjà une transformation importante de la biodiversité liée au changement climatique. Et puis la pollution, bien sûr, on pense au plastique, très connu, mais ça peut être des perturbateurs endocriniens, les pollutions chimiques, les pollutions physiques, les pollutions lumineuses aussi, dont on parle de plus en plus récemment. Et donc, ils vont avoir un impact sur les espèces. Et puis la dernière, les espèces exotiques envahissantes, c'est le fait de trimballer d'un bout à l'autre de la planète des espèces, et du coup, elles se retrouvent dans des zones où elles n'étaient pas forcément ni adaptées, ou au contraire, il n'y a pas forcément de régulation. Et donc après, elles se développent et elles peuvent étouffer des écosystèmes dans lesquels elles sont introduites, ou des maladies, etc. Donc voilà les 5 grands facteurs d'érosion de la biodiversité. Alors, il y a une mobilisation importante, que ce soit en France ou au niveau international, dans les cadres internationaux. Il y aurait dû y avoir cette année, mais ça a été reporté à l'année prochaine, comme vous pouvez l'imaginer, la Convention sur la diversité biologique, la COP 15, donc comme la COP climat, mais cette fois qui concerne les questions de biodiversité, donc qui se tiendra en Chine l'année prochaine. Une mobilisation de l'ensemble des acteurs et de la société civile, des entreprises, etc., menée par l'UICN avec le Congrès mondial de la nature qui aura lieu donc a priori en début d'année prochaine à Marseille. Et donc il sera aussi un temps fort pour la mobilisation des acteurs. Et puis dans d'autres domaines, par exemple la normalisation, il y a eu une consultation publique cet été, peut-être que vous avez participé, sur la production d'une norme, sur la mise en place de démarches biodiversité pour les entreprises. Et donc on voit que le monde aussi de la normalisation travaille sur ces questions-là. Au-delà du cadre institutionnel et politique, le monde économique également s'intéresse à ces sujets. Je vous ai mis ici
le graphique des risques qui a été présenté cette année au World Economic Forum. Et donc, ce qu'on observe d'ailleurs depuis une dizaine d'années, c'est la place prépondérante que prennent les points verts tout en haut à droite de leur graphique, c'est-à-dire les risques qui sont les plus importants pour l'économie. Donc, on voit que c'est plutôt des sujets à dominante environnementale. Et j'ai encadré la biodiversité, vous voyez, qui est dans le top avec le changement climatique. Donc, un sujet qui concerne bien évidemment les décideurs économiques. Alors, en réaction, des initiatives d'entreprises qui ont été mises en place. On pense par exemple à Act for Nature International, donc qui avait été mené par EPE et un collège d'acteurs donc pour mobiliser les entreprises et faire signer les entreprises un certain nombre d'engagements. Une initiative également en partenariat donc, qui s'appelle Entreprises engagées pour la nature, menée par le ministère de l'écologie en France et l'agence française, l'Office français de la biodiversité maintenant, qui a pour vocation de mobiliser de la même manière les grands groupes, mais aussi les TPE, PME de l'ensemble du territoire. Et puis d'autres initiatives comme par exemple Business for Nature au niveau international, voilà, qui sont des cadres dans lesquels les entreprises peuvent s'engager. Alors maintenant qu'on a dit ça, évidemment, vous avez tous et toutes très envie de mettre en place une démarche biodiversité dans votre entreprise. Alors comment faire? C'est ce que nous allons voir maintenant. Quelques points clés, puis ensuite on passera à la partie atelier. D'une part, la première étape, bien sûr, comme c'était le cas pour les démarches RSE il y a une dizaine d'années, les démarches climat, comprendre les enjeux. Finalement, qu'est-ce que ça signifie la biodiversité pour mon entreprise? En quoi est-ce que mon entreprise ou mes fournisseurs, ma chaîne de valeur, dépendent du bon fonctionnement de la biodiversité? Vous êtes une entreprise de transport touristique, évidemment, si vos destinations, vous emmenez vos clients, sont ravagées et qu'il n'y a plus rien à voir, vous voyez que de manière indirecte, vous pouvez avoir un impact de cette érosion de la biodiversité. Donc, quelles sont les dépendances de mes activités à la biodiversité? Quels sont mes impacts aussi, hein? Donc, on va parler par exemple, on va reprendre les 5 facteurs d'érosion qu'on a présentés tout à l'heure. En quoi est-ce que mon activité peut contribuer de manière directe ou indirecte à l'érosion de la biodiversité? Bien sûr, dans la logique des démarches RSE, on va s'intéresser aux attentes des parties prenantes, soit les clients, les ONG, les pouvoirs publics, etc., qui peuvent influencer ou avoir des attentes fortes vis-à-vis de votre positionnement sur ces questions-là. Et puis enfin, traduire tout cela en risque pour pouvoir prendre une bonne décision et bien orienter sa stratégie. Évidemment, l'idée est bien de prioriser et de transformer en risque ce diagnostic. Deuxième étape, après la caractérisation des enjeux, le positionnement de la stratégie, bien sûr. Comment est-ce que l'on va articuler cette démarche biodiversité avec la stratégie générale de l'entreprise, avec les engagements en termes de développement durable ou de RSE, de climat, etc. Quel niveau de maturité du secteur? Comment on se positionne par rapport au benchmark? Où est-ce que l'on veut atteler? Est-ce qu'on veut être le leader? Est-ce qu'on veut être plutôt suiveur ou en gestion de risque? Donc voilà, différents positionnements que l'on peut choisir et peut-être aussi avoir un positionnement et une ambition qui peut progresser aussi dans le temps. Et puis enfin, une fois que l'on a décidé de où est-ce que l'on veut aller, vient évidemment la question du plan d'action. Donc, quelles actions on met en place, quels objectifs, comment on définit les KPI pour pouvoir mesurer la réussite du plan d'action. Et puis, quelle valorisation, comment est-ce qu'on valorise, comment est-ce qu'on fait reconnaître ces engagements sur la biodiversité. Voilà, donc là, vous avez un panel un petit peu rapide des différents temps qui permettent de construire une stratégie biodiversité de manière, en tout cas on le pense, efficace, pertinente et cohérente. Donc ce que l'on vous propose maintenant, et je vais céder la parole à Fanny, c'est de passer un petit peu à l'action et de vous accompagner dans ce cheminement par rapport à vos différentes activités. Sylvain. Du coup, pour vous aider à remplir la partie intérieure du petit fascicule, alors je suis désolée, on n'a pas pu en fournir à tout le monde, mais avec les contraintes de salle et les contraintes sanitaires, on avait un peu du mal à juger combien on aurait de personnes en présentiel. Mais c'est pas très grave, vous pouvez aussi vous munir d'une petite feuille de papier où on projettera ce qu'il y avait à l'intérieur du fascicule. L'objectif, c'est de travailler donc dans un premier temps sur ses impacts et sur ses dépendances. Donc comment travailler sur ces dépendances, comment les identifier? Sylvain nous a bien montré pourquoi c'était important de s'intéresser au sujet de la biodiversité et que ça c'était lié au fait que la biodiversité offre des services aux entreprises et donc il est important de comprendre son lien à la biodiversité, de comprendre en quoi son activité dépend de la biodiversité et quels sont les services que tire votre entreprise de la biodiversité.
Donc une bonne base pour faire cet exercice, c'est de se baser sur la liste des services écosystémiques fournis par l'IPBES, qui a également fourni une analyse de ces services. Et donc de se poser la question sur chacun des services qui sont répartis en 3 catégories, des services de régulation, donc tout ce qui va être régulation de la qualité de l'air, régulation de l'eau, régulation du changement climatique également, mais également la pollinisation ou la régulation des espèces invasives et des organismes biologiques qui sont nuisibles. On aura aussi des services d'approvisionnement, que ce soit en énergie, en alimentation, en matériaux ou même en médicaments, et des services aussi qui vont être des services immatériels, par exemple d'apprentissage ou d'inspiration, où beaucoup de marques portent beaucoup de valeurs, communiquent beaucoup sur le lien avec la nature, et donc c'est un service immatériel que rend la nature à votre entreprise de pouvoir présenter tous les aspects agréables et l'expérience psychologique qui va avec le lien avec la nature. Et donc, l'idée ici, ça va être de se poser la question sur chacun des services. Est-ce que mon entreprise dépend de ce service et à quel point ce service est important pour la survie de mes activités, pour le bon fonctionnement de mes activités ? L'exemple d'une dépendance qui a été présentée dans le guide Entreprises engagées pour la nature, donc la dépendance sur la chaîne de valeur d'une industrie qui fait des jeans. Et donc, on voit que en amont, on va être dépendant de l'approvisionnement en cuir et en fibres pour produire les jeans, mais aussi au moment de l'industrie, si on a des produits, par exemple, de tannage naturel ou d'autres produits de fabrication naturelle. On va être dépendant aussi sur son site, bien sûr, par exemple avec les jardins de l'entreprise qui vont apporter beaucoup de bien-être et donc de productivité aux employés. On va avoir la régulation des eaux sur les sites, mais aussi le papier et le carton. Tout ça, c'est fourni par la nature. Et ensuite, on va avoir des dépendances plus en aval de la chaîne de valeur, que ce soit au moment de la vente, tout ce qui va être l'ambiance dans le store qui peut être basé sur la nature et qui va permettre de mettre les clients dans un environnement confortable. Puis au moment du lavage, bien sûr, aussi une dépendance au traitement des eaux et à des produits qui peuvent être basés sur des actifs naturels. Une fois qu'on s'est intéressé aux dépendances, on va s'intéresser aussi aux impacts. Partie très importante, donc, de regarder notamment sur chacun des principaux facteurs d'érosion, où est-ce qu'on a des impacts et comment on impacte à tous les moments de sa chaîne de valeur. Donc que ce soit en amont, chez ses sous-traitants, chez ses fournisseurs, et même les fournisseurs de ses fournisseurs, aller voir où est-ce qu'on peut avoir des impacts à la fois sur le changement climatique, sur l'exploitation des organismes, sur les pollutions, sur le changement d'usage des terres, sur les espèces exotiques envahissantes, ou d'autres impacts qui pourraient directement impacter l'environnement. On va regarder les impacts in situ aussi, bien sûr, et les impacts en aval. Comment mes produits dans le reste de la chaîne de valeur vont-ils pouvoir, ou mes services vont-ils impacter l'environnement chez mes clients, chez les consommateurs, dans le traitement des déchets, etc. Donc une fois qu'on a fait un petit peu ce tour d'horizon de toutes nos dépendances et nos impacts, on va pouvoir s'intéresser à la hiérarchisation des enjeux en étudiant les risques et les opportunités. Donc on a fait plus ou moins une liste de tout ce qui était de notre lien à la biodiversité, et maintenant on va s'intéresser à prioriser cette liste. Donc il y a de nombreux risques et opportunités qui vont être liés à tous les enjeux que vous avez soulevés. D'abord des risques, donc souvent des risques opérationnels qui vont être directement liés à l'érosion de la biodiversité, c'est-à-dire que l'érosion de la biodiversité peut engendrer des pénuries, des hausses des prix, des perturbations de l'activité, des perturbations du service en général, une crise sanitaire. Voilà, la biodiversité peut engendrer des risques opérationnels. Elle peut aussi engendrer des risques qui vont être plus indirects et qui sont liés à l'absence ou la mauvaise gestion d'une stratégie biodiversité et qui vont faire que vous allez avoir des risques réputationnels, par exemple, où vous allez être attendu sur votre stratégie biodiversité. Et si vous la maîtrisez mal, vous pouvez avoir des risques associés, mais aussi des risques de marché, des risques réglementaires ou des risques financiers. Et puis on peut aussi s'intéresser aux opportunités que ça peut nous apporter, surtout si on s'est rendu compte d'impact, mais aussi de dépendance importante. On va pouvoir s'orienter vers ce que nous offre la nature pour trouver des nouvelles opportunités de marché, des nouvelles opportunités de business. Donc là, on peut parler de biomimétisme, par exemple, de découverte de nouveaux matériaux, de nouvelles propriétés, de nouveaux gènes issus de la biodiversité et du vivant. On peut aussi s'inspirer de la nature,
dans ces activités, et on peut aussi utiliser par exemple les solutions fondées sur la nature qui vont nous permettre de répondre au changement climatique en se basant sur les propriétés ou sur le bon fonctionnement des écosystèmes. Et suite à ça, donc on va pouvoir construire son plan d'action. On a donc hiérarchisé, compris ses risques, ses opportunités, hiérarchisé ses enjeux, et on sait sur quoi on va agir. Donc maintenant, il va falloir définir son ambition, c'est-à-dire comment je me positionne par rapport à cet état des lieux, par rapport à la concurrence, par rapport à mon contexte. Qu'est-ce que je souhaite faire? Est-ce que je souhaite aller au-delà de la gestion de mes risques liés à la biodiversité et faire de la protection de la biodiversité une vraie valeur ajoutée de mon entreprise? Est-ce que je souhaite simplement traiter mes priorités principales? Et voilà, à l'avenir, j'irai sur les autres sujets, mais je me concentre d'abord sur les priorités majeures. Ou est-ce que je souhaite traiter tous mes sujets dans leur globalité? Donc une fois que l'ambition est définie, on va pouvoir définir des objectifs précis si possible. Par exemple, je souhaite que mon entreprise s'engage sur le zéro artificialisation net, ou je souhaite réduire de 40% les emballages plastiques, ou par exemple je souhaite sensibiliser 100% des salariés au sujet. Donc voilà, on va pouvoir définir des objectifs très concrets, très précis, très chiffrés, et qui vont être les objectifs principaux de notre stratégie. Et à partir de ça, on va pouvoir décliner un plan d'action en définissant les buts et impacts sur la biodiversité, les moyens à sensibiliser, les parties prenantes à impliquer et qui est-ce qui sera aussi responsable de cette action. Et puis, comme le disait Sylvain, l'importance des indicateurs et des KPI pour chaque action pour pouvoir la suivre et la maîtriser. Du coup, je vous invite à prendre votre petit fascicule et à réfléchir pendant un petit quart d'heure ou 10 minutes. À réfléchir directement à vous, à votre entreprise et à vous poser la question. Donc, d'abord parcourir la liste des services écosystémiques. Donc, pour ceux qui n'ont pas le petit papier, vous pouvez la parcourir ici et juste noter parmi les grandes catégories, donc services de régulation, services d'approvisionnement et puis services immatériels, sur lesquels vous avez des dépendances et vos dépendances principales. Et ensuite, vous pourrez également donc passer à l'évaluation de l'impact de vos activités sur chacun des facteurs d'érosion, que ce soit donc en amont, que ce soit in situ ou que ce soit en aval. Donc vous posez la question où est-ce que je peux avoir des impacts. Pendant ce moment de quelques minutes, on va passer dans les rangs pour voir si vous avez des questions précises sur ces sujets-là. Et puis voilà, donc je vous laisse réfléchir. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez qu'on s'approche de vous pour vous aider.
Alors du coup, si vous n'avez pas terminé, je vous inviterai à reprendre, à continuer cet exercice plus tard chez vous avec votre petit papier ou à venir nous voir sur le stand pour qu'on vous aide à compléter cet exercice. Donc l'idée ensuite, une fois qu'on a fait vraiment le tour d'horizon de ces dépendances, de ces impacts, c'est de les hiérarchiser et d'identifier des priorités d'action. Donc à partir des endroits où vous avez noté que vous avez des dépendances, où vous avez noté que vous avez des impacts, je vous invite à réfléchir aux risques qui vont être liés et aux opportunités qui vont être liées à chacun de ces endroits où vous avez noté une dépendance ou un impact, et à vous poser la question, est-ce que c'est un risque majeur pour mon entreprise ou non? Et du coup, ça va vous permettre d'identifier des priorités, et donc peut-être des enjeux prioritaires. Par exemple, j'ai un enjeu prioritaire, c'est la production de plastique, ça va avoir un impact majeur, il y a un énorme risque réputationnel mais aussi opérationnel derrière, donc ça va être une de mes priorités. Donc je vous invite à formuler 3 enjeux prioritaires, et puis ensuite à commencer à mettre sur le papier quelques premières idées d'action que vous pourriez avoir pour traiter ces enjeux. Et pareil, on va passer dans les rangs si vous avez des questions même sur l'exercice. Du coup, on va passer à la suite pour pouvoir prendre un peu plus de temps sur les exemples et puis la présentation des outils que je sais que beaucoup attendent. Donc là-dessus, encore une fois, je vous invite à poursuivre cet exercice et à venir nous rencontrer si vous le souhaitez, et si vous souhaitez qu'on vous aide. Comme vous l'avez vu avec vos réflexions, c'est un exercice qui n'est pas forcément évident, où il est important de bien connaître à la fois l'entreprise, mais aussi le contexte, votre contexte entier et les attentes de vos parties prenantes. Donc voilà, c'est un exercice évidemment qu'on ne peut pas faire en 5 minutes, mais c'est intéressant de commencer à se poser les questions dès maintenant. Donc pour vous inspirer un petit peu, on va vous présenter quelques exemples d'actions qui ont été mises en place par des entreprises. On va commencer avec donc une PME qui fait de la production de volailles qui s'appelle Baudin, et donc eux bien sûr ont un rapport direct, une dépendance forte à la biodiversité, un rapport direct avec l'environnement. Et donc, ils ont par exemple mis en place le développement de l'agroforesterie et les aménagements de jachères mellifères dans les sites, mais aussi plein d'autres actions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils travaillent vraiment sur tous leurs aspects environnementaux, et dans le but que l'essence même de leur activité biologique préserve la biodiversité. Donc là, on a vraiment une approche globale avec une réflexion sur l'ensemble des actions menées pour l'environnement. Est-ce qu'on fait bien ça? Est-ce que ça va bien participer à la protection de la biodiversité, les actions qui sont menées? D'autres acteurs qui ont un énorme impact qui ont un grand impact sur l'environnement et auxquels on pense souvent quand on pense à la biodiversité et notamment au changement d'usage des sols, c'est la promotion immobilière. Donc on a Bouygues Immobilier qui s'engage par exemple sur les projets en biodiversité positive, donc avec 25% des projets en biodiversité positive d'ici 2025. Voilà, donc ça fait partie des types d'engagements qu'on peut proposer pour agir sur ce sujet, parmi d'autres bien sûr. Pour agir directement aussi sur les processus et les procédés, on a par exemple Sanofi qui va fournir des guides de bonnes pratiques pour les managers de sites. Donc ils travaillent vraiment sur comment je change les processus, comment je change ma façon de travailler pour que ce soit favorable à la biodiversité. Et donc en mettant des outils comme celui-ci à disposition des managers, on arrive à changer la façon dont les choses sont faites dans l'entreprise, et donc on participe à vraiment modifier ces activités et permettre une protection et permettre de vraiment agir sur ces enjeux, sur ces impacts.
Hermès, pour leur part, ils ont choisi, eux, de développer la biodiversité sur leur site, entre autres, et donc avec, par exemple, travail sur la part de végétalisation sur les sites, avec des objectifs chiffrés, donc plus de 70% ici. La part de traitement des eaux usées par phytorémédiation ou par équivalent, la part de toiture végétale du bâtiment, ou le nombre d'actions locales en faveur de la biodiversité, la part des espaces extérieurs. C'est intéressant ici, c'est qu'ils ont vraiment choisi des objectifs concrets pour chacun de leurs sites. Donc, ils guident aussi leurs gestionnaires de sites sur comment je vais pouvoir, qu'est-ce que je dois faire pour justement lutter contre l'érosion de la biodiversité et pour prendre en compte mes enjeux. Chez Eiffage, on va avoir, chez beaucoup, mais ici, l'exemple d'action, à la fois d'action cœur de métier et à la fois d'action complémentaire. Vous verrez ce vocabulaire, c'est par exemple ce qui est demandé dans entreprises engagées pour la nature. Donc, un exemple d'action cœur de métier, ça va être la diversité des mesures de réduction tout au long de la vie d'un ouvrage. Donc, ils vont travailler à chaque étape de la vie d'un ouvrage pour voir comment on peut réduire son impact. Et puis aussi des mesures complémentaires, on va dire, c'est les mesures qui ne vont pas directement agir sur les processus, mais qui vont être plus largement pour engager l'ensemble de la société, l'ensemble de ses partenaires dans la protection de l'environnement et pour apporter un soutien complémentaire. Donc, par exemple, la sensibilisation et la formation des collaborateurs ou le partage de la connaissance et de la coopération avec les cercles de progrès. Donc, c'est l'inscription dans des think tanks, dans des groupes de travail pour participer justement au travail sur la biodiversité et améliorer l'état de l'art. LVMH, donc aussi des actions cœur de métier, des actions complémentaires, des actions cœur de métier concrètement pour avoir plus de matériaux labellisés. Et puis des actions complémentaires, par exemple Guerlain, dont l'emblème est une abeille, qui a bien compris sa dépendance à ce service finalement proposé d'identité liée à l'abeille, et du coup qui s'associe pour la préservation des abeilles. On a aussi des PME donc qui mettent en place des plans d'action et même des PME de service. Donc ici l'exemple de LPPAM avec le nom de marque Olfito, qui souhaitent préserver la biodiversité et le patrimoine végétal et respecter tous nos partenaires tout au long de la chaîne de valeur, et qui mettent en place des actions très concrètes comme la réduction des impacts du laboratoire, énergie, consommation de déchets, mais aussi la sensibilisation des clients ou le financement d'associations impliquées dans le maintien de la biodiversité. Donc voilà, on a toute une gamme d'actions qui sont faisables, et même par des PME et même par des PME de services qui vont pas avoir énormément d'actions sur, on pourrait penser en premier lieu, pas énormément d'impact sur la biodiversité. On a quand même des choses à faire et c'est quand même possible de mettre en place des actions. Pour la suite, je vais laisser Sylvain présenter donc, les indicateurs et les outils qui sont disponibles pour les entreprises. Alors, les indicateurs. On a l'habitude de travailler avec 3 catégories d'indicateurs, lesquelles les suivantes. D'une part, ce qu'on appelle les indicateurs d'état de la biodiversité, donc ils vont permettre de traduire, finalement, de montrer quelle est la composition de l'écosystème sur lequel on est ou des ressources que l'on va utiliser. Des indicateurs de pression, deuxième catégorie, donc qui, eux, vont permettre de mesurer en quoi est-ce que l'on contribue aux grandes pressions que l'on a évoquées tout à l'heure en introduction. Et puis également des indicateurs de réponse, c'est comment est-ce que finalement l'entreprise va répondre, va traiter et agir sur l'ensemble des enjeux liés à la biodiversité. Donc ça permet d'avoir un triptyque d'indicateurs pour à la fois mesurer l'avancement de son plan d'action, sa réussite, et puis d'avoir aussi une communication qui est crédible, puisque basée sur des indicateurs de mesure qui sont tout à fait concrets. Donc voilà, ça c'est vraiment le cadre de travail qu'on utilise sur les indicateurs, et après on observe sur le marché un certain nombre d'outils qui émergent et qui permettent de faire des mesures sur tel ou tel indicateur ou tel type d'indicateur. Donc un que l'on souhaitait présenter très rapidement, qui a été publié officiellement cette année là, pendant le printemps, donc le GBS, Global Biodiversity Score, donc qui a été développé par la CDC Biodiversité, et donc qui permet de travailler sur la partie pression
et de mesurer au niveau corporate finalement l'empreinte biodiversité sur les grandes pressions que l'on a vues tout à l'heure. Et donc c'est une évaluation qui permet d'avoir une vision à la fois de l'ensemble de de ses sites et de son activité, mais aussi d'intégrer les enjeux sur sa chaîne de valeur et donc d'avoir vraiment une vision un petit peu globale des pressions que l'on peut avoir sur la biodiversité. Donc ça, c'est des outils qui se développent de plus en plus et qui viennent aider et renforcer la boîte à outils disponible pour les entreprises. Et puis sur la structuration des démarches, on voulait en citer deux ce matin. D'une part, entreprise engagée pour la nature, qu'on a évoqué tout à l'heure, donc qui était un dispositif mis en place par l'Office français de la biodiversité et le ministère de l'écologie, et donc qui se décline en un guide pédagogique qui permet de vraiment avoir la mise en place guidée d'une stratégie biodiversité, et puis avec un dispositif de reconnaissance ensuite, une fois que l'on a publié son plan d'action. Donc c'est intéressant pour aussi valoriser ce que l'on fait à l'extérieur. Et puis, je l'évoquais succinctement en introduction, la norme NF X32001 pour son petit nom, qui, elle, de la même manière, va vous permettre, dans une philosophie de normes d'entreprise, guider la mise en place avec un certain nombre d'exigences et de recommandations et de lignes directrices qui vous permettre d'avoir une démarche biodiversité qui se veut robuste. Vous avez déjà tout retenu, donc je ne sais pas si vous voulez que je lise cette slide, ou si vous voulez prendre la photo, de toute façon on vous enverra, si vous voulez nous laisser un mail, on vous enverra l'ensemble du support par mail. Donc peut-être quelques points clés. Un, toutes les entreprises sont concernées par la biodiversité, c'est comme pour le climat. Aujourd'hui, aucune entreprise n'est capable, ou je pense, oserait dire, j'ai pas de lien avec le climat, j'ai pas de risque, j'ai pas d'impact. Donc la biodiversité, c'est la même chose. Deux, comment agir? Déjà, limiter les pressions. On a vu les 5 pressions sur la biodiversité. Comprendre les risques qui sont liés à la biodiversité par rapport à ma stratégie d'entreprise. Et puis ensuite, donc, définir en dialogue avec mes parties prenantes et sur ma chaîne de valeur des plans d'action qui sont cohérents et efficaces. Donc il nous reste quelques minutes pour un temps d'échange. Donc vous avez pu suivre les questions, je l'imagine. Fanny, peut-être si tu veux, ou Lisa, si vous voulez bien les poser, comme ça on peut en répondre en live. Alors il y en avait une qui dit donc l'analyse des enjeux de biodiversité de l'entreprise semble très subjective et empirique. Comment la rendre plus scientifique? Alors, bon, là, on a fait un exercice en 5 minutes, c'est peut-être ce qui donne cette impression. La rigueur de la méthode, elle est la même que quand on fait une analyse de vulnérabilité climatique, que quand on fait des analyses de matérialité sur les questions de RSE. On s'appuie bien sûr à la fois sur les éléments du corpus scientifique. On a parlé des indicateurs, des pressions, des travaux qui sont faits au niveau international par l'IPBES, par exemple, ou par aussi l'ONB, l'Observatoire national de la biodiversité en France. Il y a un volet stratégique aussi, puisqu'on regarde ce qui se passe au niveau du secteur, au niveau des attentes des parties prenantes. Et donc, on est bien sur cette approche croisée pour avoir un diagnostic qui n'est pas du tout subjectif, mais basé sur des risques opérationnels et identifiés. Donc là-dessus, c'est évidemment, la démarche s'inspire complètement de ce qui peut être fait sur les autres domaines du développement durable en général. Alors une autre question, c'est au-delà des actions faites par les entreprises, est-ce que la question de la biodiversité n'est pas plutôt systémique, qui nécessiterait finalement un changement de paradigme sur notre lien avec le vivant et la nature? Oui. C'est comme pour le climat, c'est-à-dire c'est un enjeu global. Maintenant, chacun doit agir à son échelle. Et on ne peut pas attendre un changement qui tombe du ciel, si je puis le dire. Et chacun doit aussi agir à son niveau, trouver les opportunités et les transformations de modèles qu'il peut faire au niveau de chaque entreprise. Mais de la même manière, les collectivités, les États et même les citoyens, dans leurs actions, dans leur mode de vie, ont une part à jouer. Et donc, je pense que les entreprises, comme sur d'autres domaines, elles peuvent être leaders et aussi expliquer, proposer des offres qui sont nouvelles, qui ont moins d'impact sur la biodiversité aux consommateurs, peuvent travailler avec les collectivités sur la gestion des espaces, etc. Et donc, à mon sens, en tout cas, c'est ce que nous, on invite à faire, ce qu'on invite les entreprises à faire, vraiment de s'engager aux côtés de l'ensemble des acteurs pour amener cette transformation de modèle global. Voilà. En tout cas, ce sera comme pour le climat, de plus en plus, et on le voit, on va subir les dommages liés à la biodiversité.
Donc on espère en tout cas, nous, que la prise de conscience sera la plus rapide possible. C'est aussi pour ça qu'on a fait cet atelier, qu'on l'a voulu sous un format un petit peu participatif, parce qu'on pense que la meilleure manière d'inciter les gens à passer à l'action, c'est pas juste de nous écouter parler et passer des beaux slides, mais c'est aussi le fait de vous faire poser des questions. Vous dites, bah tiens, j'avais peut-être pas vu ce sujet, et donc demain, vous allez peut-être ouvrir des discussions dans vos entreprises. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, à notre échelle. Une question, ces exemples ne sont-ils pas plutôt du greenwashing et du marketing vert pour les entreprises? En fait, c'est vrai qu'on entend souvent cette question-là. Dès qu'une entreprise dit je fais quelque chose sur un domaine de l'environnement ou de la RSE, dès que c'est de la communication, certains disent greenwashing. C'est des choses qu'elles font. Ben, je trouve que c'est bien qu'elles le fassent. Maintenant, il faut aller plus loin. Et nous, en tout cas, on les accompagne à aller le plus loin possible. Donc, ce qui me semble important, et c'est aussi le sens des outils qu'on a présentés, hein, que ce soit la démarche entreprise engagée pour la nature ou la norme AFNOR qui est en développement, c'est justement de pouvoir avoir une démarche qui se veut cohérente et s'assurer que les actions qui sont proposées et mises en avant par les entreprises, elles correspondent bien à leurs enjeux, et donc pour éviter le greenwashing. Et parfois, et d'ailleurs c'est parfois un peu l'effet que ça peut donner, mais on a des actions qui sont extrêmement pertinentes d'un point de vue de la biodiversité, mais si elles ne sont pas waouh en termes d'explication, bah, elles sont difficiles à communiquer. Et c'est vrai que souvent, les services communication préfèrent communiquer sur des choses qui sont peut-être moins impactantes pour la biodiversité, mais plus faciles à comprendre par le grand public, alors qu'il pourrait y avoir des actions très très structurantes qui sont mises en place dans les entreprises, mais qui sont difficiles à communiquer. Quand vous avez 20 secondes à la télé pour présenter une action, un tweet en quelques caractères, c'est difficile d'aller expliquer un cheminement ou en tout cas une transformation un peu profonde d'un modèle. Donc on peut le regretter. En tout cas, le sens des outils qu'on vous propose, en tout cas qui existent et qui se développent, c'est aussi d'aider justement à crédibiliser les plans d'action vis-à-vis des enjeux de biodiversité. Du coup, il est 12h15 pour ne pas faire prendre de retard aux personnes suivantes qui iront dans la salle. On va peut-être s'arrêter là. Il restait des questions. Je vous invite à venir nous les poser sur le stand. Sylvain, si tu veux. Ouais. Nous les poser sur le stand, donc le PL 06. Et puis, on a aussi 2 autres ateliers sur ces 2 jours sur des sujets, donc sur le climat et sur les ODD et la raison d'être. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation. À très bientôt. Et donc, on vous retrouve sur le climat cet après-midi avec le témoignage d'Orange et de la ville de Paris, et demain sur la raison d'être et les ODD avec Veolia, LVMH, l'ORS, Novetic et le CNES. Ouais, si vous voulez le support, vous laissez-nous un mail, on vous enverra l'ensemble du support par mail. Voilà, vous pouvez envoyer un mail ou laisser à ma collègue une carte, il n'y a pas de problème.